Dans la vallée de la Loire, parmi les terres vallonnées et les majestueuses forêts, des rois, des hommes politiques et des banquiers ont traditionnellement cherché refuge, désireux d'oublier pour un temps les soubresauts du monde. Nous sommes au pays des châteaux, symbole d'élégance et de raffinement érigé au cœur de la France. Ici, en Touraine, enjambant le fleuve paisible du Cher, se dresse un exquis petit château, Chenonceau. Il porte tout le charme de la Renaissance et incarne à merveille le désir de légèreté qui marque cette époque. Une architecture raffinée mais solide, complexe mais équilibrée, imaginative mais sobre. Chenonceau fut le théâtre d'événements extraordinaires, joyeux ou dramatiques, de la même qui ont illustré la vie des 7 femmes étonnantes qui ont fait son histoire. Comme tous les châteaux, Chenonceau fut d'abord un bastion stratégique, en l'occurrence un petit manoir fortifié flanqué d'un moulin érigé dans le lit granitique du Cher. Il fut d'abord la propriété d'une famille jadis puissante, les Marques. Il fut érigé en 1513, juste après que Michel-Ange eut achevé le plafond de la chapelle Sixtine. L'Angleterre, Rome et l'Espagne s'apprêtent à envahir la France. Les comtes de Marque sont alors contraints de céder leur château à Thomas Bohier, un financier ambitieux qui convoite Chenonceau depuis des années. C'est son épouse, Catherine, qui supervise les débuts de Chenonceau. Au-dessus du fleuve, sur les robustes piliers et les fondations du moulin, elle fait bâtir une structure à cheval sur le fleuve et sur la terre ferme. Sur le bâtiment carré, Catherine fait construire de gracieuses tourelles et percer des fenêtres à intervalles réguliers. Les angles variés des toits trouvent un nez séparé conduisent aux appartements privés. Auparavant, ces pièces auraient été conçues en enfilade. Le détail de l'intérieur reflète le goût et le raffinement de Catherine. Son mari ne s'est pas trompé dans le choix de son épouse, à qui il donne carte blanche pour concevoir comme elle l'entend un château de la Renaissance. En retour, elle choisit les meilleurs artisans d'Europe pour créer un domaine qui fera grandir encore le prestige du clan Bohier. Voici le plus ancien et le plus raffiné des plafonds de bois sculptés de la Renaissance française. D'Italie, la châtelaine a ramené cette innovation, un escalier à rampe droite plutôt que tournant. En 1517, les travaux sont presque achevés. Le roi François Ier est séduit par ce qu'il appelle « cette belle place et maison assise en beau et plaisant pays où nous pourrions séjourner quelquefois ». Le cardinal Bohier, parent des châtelains, consacrera cette petite chapelle. Madame Bohier a habilement entrepris ce qui deviendra l'un des joyaux de l'architecture française. Partout dans le palais, son mari fait graver sa devise, qu'on voit ici sur la cheminée Renaissance du grand salon, et qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à Catherine Bohier. La première châtelaine aura fait de Chenonceau un havre d'hospitalité. Chenonceau n'a alors de palais que le nom. C'est en réalité un château qui a le goût d'un palais, comme une liqueur a le goût du fruit. Dès le XVIe siècle, l'avènement de l'artillerie mobile a rendu obsolète la plupart des châteaux fortifiés. Les tourelles et les murs en pierre de Chenonceau sont des témoignages à la fois sobres et romantiques des guerres médiévales. Étonnamment belle, ambitieuse et rigoureuse, telle est la femme qui marquera ensuite Chenonceau de son éclatante personnalité, Diane de Poitiers. Superbe et intelligente, toujours habillée de blanc et noir, Diane va créer à Chenonceau les plus beaux jardins de France. À force d'astuce et de volonté, elle réalisera aussi l'ambition de Bohier, faire de Chenonceau le cœur d'une vie de cour fastueuse.
Diane a été la gouvernante d'Henri II. Bien que son aînée de 20 ans, elle sera plus tard sa maîtresse, qu'il chérira jusqu'à la mort. En 1547, Henri II offre à la belle Diane Chenonceau, que le fils de Madame Bohier, ruiné, est contraint de céder à la couronne. Diane entreprend immédiatement des travaux grandioses à l'intérieur du château. Elle commande cette magnifique cheminée sculptée pour sa chambre. Mais l'amour que porte le roi à Diane de Poitiers, cette dernière finira par le payer cher à l'épouse d'Henri II, Catherine de Médicis. Mais Diane de Poitiers est plus qu'une rivale. Elle se fait appeler Diane la chasseresse et en général obtient toujours ce qu'elle désire. Consciente qu'elle perdra Chenonceau s'il arrive quoi que ce soit au roi, Diane de Poitiers va faire en sorte de devenir légalement propriétaire du château. Par une audacieuse manœuvre juridique, elle fait annuler le décret par lequel la famille Bohier, ruinée, a cédé Chenonceau à la couronne. Diane n'ignore pas que le fils Bohier, sans le sou, n'a pas de quoi payer sa dette. Elle rachète le château pour une bouchée de pain. Dès lors, la nouvelle châtelaine se lance dans une campagne quasi napoléonienne pour tirer profit de l'exploitation agricole du domaine. Diane a des projets grandioses pour rénover l'intérieur et les abords du château, mais il faut bien trouver l'argent quelque part. En femme d'affaires née, elle dresse un plan d'investissement et d'expansion. Les livres de compte font apparaître le moindre franc dépensé. Les chiffres sont écrits de sa propre main. Elle commence par augmenter la superficie des terres affermées et les redevances, et entreprend de nouveaux travaux. Pour faire des économies, elle diminue les gages du personnel, réduit les gages de son régisseur de 30% et le prive de ses allocations de chauffage et de nourriture. Des vignes sont plantées et de nouvelles granges bâties. Diane exige de ses employés ébahis des progrès réguliers. Le domaine commence à rapporter vraiment. Dans toute la vallée de la Loire, on boit du vin du domaine de Chenonceau et l'on mange des pêches cueillies dans ses vergers. Mais l'entrepreneuse châtelaine ne s'en tient pas là. Pour créer les plus beaux jardins de France, les ouvriers du domaine devront fournir 14 000 jours de travail. 9 000 violettes sauvages et fraisiers sont cueillis dans les bois. 150 mûriers sont plantés pour nourrir les vers à soie que Diane a achetés pour produire de la soie grège. Pour protéger le tout, la construction de terrasses assez hautes pour contenir des inondations nécessitera 7000 brouettes de pierre. Diane a fait réaliser des travaux titanesques qui se révèlent une réussite à la hauteur de celle du château lui-même. Pour parachever son œuvre, Diane fait construire un élégant pont qui enjambe le Cher. Elle est loin de se douter que ce pont sauvera un jour le château lui-même. En quelques années, la jeune femme a fait tripler les bénéfices du domaine et sa valeur. C'est pourtant davantage à son exceptionnelle beauté qu'à son intelligence qu'elle doit ses privilèges et son pouvoir à la cour de France. Cette beauté, disait-on, elle la doit à un bain quotidien dans le Cher qui baigne son bien-aimé Chenonceau. Mais Diane finira par perdre ses deux amours. Au cours d'un tournoi, son jeune amant Henri II est transpercé au visage par une lance et meurt. Bien que légalement propriétaire de Chenonceau, l'infortunée Diane se voit reprendre le château par sa rivale, la reine. Ce tableau représente Diane en déesse grecque de la chasse. Il est désormais banni de Chenonceau. La femme qui, après des années de souffrance, règne désormais sur Chenonceau, n'est autre que la veuve du roi Henri II, Catherine de Médicis. N'importe quelle femme normalement constituée aurait été anéantie par des années de comparaison peu flatteuses avec la divine Diane. Mais Catherine est une Médicis, de la famille des marchands italiens. Après la mort d'Henri II, elle n'aura de cesse que d'éclipser son ancienne rivale dans tous les domaines. Et sa première action manque de peu de lui faire perdre la raison.
Pour honorer son défunt mari, elle fait apposer son initiale H partout dans le château. Elle y ajoute son propre monogramme formé d'un double C, en combinant les deux comme le veut la coutume de l'époque. Et le résultat l'horrifie. Partout, elle voit des D disposés par deux, la marque de son châtiment. Diane. Si Diane a été une remarquable administratrice, Catherine est une reine, et elle a une revanche à prendre. Elle entame son propre programme d'aménagement en agrandissant le château. Tout d'abord, elle fait construire une galerie à 2 étages sur le pont édifié par Diane. Ce sera là la grande salle de réception que n'a pas eu sa rivale, et Catherine organise de nombreuses réceptions. Car pour l'heure, elle en a les moyens. Le domaine dégage des profits de plus en plus substantiels. Les vins de Chenonceau sont désormais célèbres. La soie dont on fait le très prisé tissu de la reine est récoltée sur le domaine. Sous le règne de Catherine, Chenonceau est le théâtre de fêtes grandioses, tandis que Paris est à feu et à sang. Sur le plan religieux, la réforme couve à travers toute l'Europe. La France est cernée d'ennemis. C'est à Chenonceau que Catherine jouera pleinement son rôle de reine. Les bals qu'elle donne en Touraine deviennent le haut lieu de la diplomatie. C'est là que se tiennent des négociations et que se nouent des alliances. Catherine nourrit des desseins plus grandioses encore pour Chenonceau, mais sa fortune commence à fondre. Le château porte les stigmates de son ambition dévorante. Aujourd'hui encore, l'extrémité sud de la Grande Galerie porte la marque de travaux inachevés. Fort heureusement, l'entreprise la plus ambitieuse de Catherine pour Chenonceau est restée à l'état de projet. Et c'est tant mieux, car le charme du château aurait été englouti par cette extension d'un goût discutable. Quelques améliorations sont néanmoins apportées. Pour faire face aux somptueuses fêtes qu'elle donne à profusion, Catherine fait agrandir les cuisines. La reine fait en outre aménager ses propres jardins, plus traditionnels, à l'italienne, plantés de citronniers, de rangées odorants, où ruissellent des fontaines et se dressent les statues. Ces jardins seront le théâtre des fêtes les plus extravagantes données par Catherine. De nombreuses femmes de la cour s'y rendent habillées en hommes. Quant à celles qui servent le repas, elles sont à peine vêtues. Catherine a adoré une fête en particulier. Le scandale restera dans les mémoires sous le nom du festin des 3 reines. Même pour la France de la Renaissance, cette débauche est choquante. Organisée comme une interminable pièce de théâtre, en une succession de bals, de festins et de mascarades, la fête dura 5 jours entiers. Les nuits scintillent de milliers de chandelles, les bijoux et les brocarts étincellent au son des violons. Le roi apparaît habillé en reine, vêtu d'une robe à traîne richement brodée et suivi de ses favoris surnommés les mignons. Il était difficile de dire, écrit un témoin, s'il s'agissait d'un homme reine ou d'une femme roi. En 1584, l'ère des fêtes est révolue. Catherine quitte Chenonceau pour échapper à une épidémie de peste. Elle meurt en 1589 à Blois pendant les grands froids, léguant le château à sa belle-fille Louise de Lorraine, nouvelle reine de France. Contrairement à Catherine de Médicis, la nouvelle châtelaine fait de Chenonceau un lieu de deuil, où elle pleure son époux, le roi Henri III, assassiné l'été de la même année. Dans sa dernière lettre à Louise, il lui a demandé de l'attendre à Chenonceau. Elle le fera, jusqu'à sa mort. Pendant 15 ans, Louise, toujours vêtue de blanc comme il sied à une veuve de sang royal, portera le deuil avec le même acharnement que Catherine a mis à déployer ses fastes. Le château sur le Cher sombre dans la mélancolie et le silence d'une tombe. En matière de décoration intérieure, Louise impose un style sévère. Elle fait peindre les murs et les plafonds de ses appartements en noir, avec des symboles mortuaires dessinés en blanc. Ces plumes blanches couvrant les murs sont un ancien symbole français qui signifie la mort. Ailleurs, des larmes de douleur côtoient des pioches et des pelles de fossoyeurs et de méchantes épines. Louise s'est enterrée vivante.
Quoique sans doute dérangée dans cet exil qu'elle s'est imposé, Louise agit en faveur des nécessiteux, qui l'appelleront avec respect et gratitude la Dame Blanche de Chenonceau. Elle s'est aussi immergée dans la foi. Elle prie 4 fois par jour dans cette chapelle et orne le château de symboles chrétiens. Son rêve de faire de Chenonceau un couvent ne se réalisera pas de son vivant. En 1601, le château sur le Cher devient la propriété de sa 5e dame, Françoise de Mercure, bru du roi Henri IV. Contrairement à Louise, elle va diriger le domaine de main de maître. Pendant 12 ans, elle consacrera toute son énergie à réparer les outrages du temps que, dans sa peine, Louise a ignorés. Mais la monarchie française est en train de changer. Chenonceau devient un coin tranquille, où l'on ne vient que pendant la saison de la chasse. Le château sera honoré pour la dernière fois d'une visite royale lorsque Louis XIV y passera en 1650. C'est alors qu'on autorise l'installation d'un couvent des Capucines dans les mansardes situées au-dessus du bâtiment principal. Comme les autres femmes, les religieuses laisseront leur marque. Ici, à la tête du grand escalier à l'entrée du couvent, un pont-levis cérémoniel isole les fiancés du Christ des contingences du monde. La prochaine châtelaine de Chenonceau est beaucoup plus vivante. Fille d'une actrice de la Comédie Française, épouse d'un riche banquier, elle est un véritable soleil autour duquel brille tout ce que la France compte d'intellectuels. Elle s'appelle Louise Dupin. Les Dupin vivent au cœur de Paris, mais à l'automne, lorsque la Touraine est à l'apogée de sa beauté, Chenonceau retrouve sa gloire d'antan, et on y reçoit les notables. Mais ce sont les notables d'une France nouvelle, où l'on meurt beaucoup. En 1792, pour échapper à la terreur, Louise Dupin quitte Paris pour vivre à Chenonceau toute l'année. Cela lui a peut-être sauvé la vie. Car la Révolution française est là. Louise Dupin est poursuivie par le comité de sûreté générale. On donne l'ordre de brûler Chenonceau, symbole d'excès royaux. Mais les Tourangeaux s'interposent. La châtelaine a toujours été bienveillante envers eux, les autorisant même à traverser le pont de Chenonceau par la grande galerie d'apparat. Madame Dupin aura la vie sauve. Le pont va même sauver le château lui-même. Vous ne pouvez pas brûler Chenonceau, objecte le prélat local. C'est le seul pont à des lieues à la ronde. Quelques fleurs de lys sont cassées, quelques tableaux et quelques meubles royaux sont brûlés dans les feux de joie révolutionnaire, mais la gracieuse composition de pierre et l'esprit de Chenonceau sont saufs. En 1799, après la Terreur, et durant le splendide automne tourangeau, Madame Dupin rend son dernier soupir à l'âge de 93 ans. Elle est enterrée selon son désir dans les bois de Chenonceau. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ses héritiers vendent Chenonceau à une autre femme fortunée, Madame Pelouse. Comme les 6 femmes qui l'ont précédée, elle succombe au charme de la demeure et se consacre entièrement à sa restauration. Elle fait reconstruire, réparer, déplacer. Ces cariatides, par exemple, qui encadraient l'entrée principale du château, donnent à présent sur les jardins. La majeure partie des travaux entrepris par Madame Pelouse sont de cet ordre, défaire les constructions et modifications prétentieuses apportées par Catherine de Médicis. Mais déjà à l'époque, le château a sérieusement besoin de réparations importantes. Les toits et les fenêtres endommagées retrouvent leur élégance d'origine. Madame Pelouse vide les appartements du fouillis accumulés depuis des années. La restauration des édifices du Moyen-Âge et de la Renaissance est une mode au XIXe siècle, et Madame Pelouse y participe avec le plus grand enthousiasme. Son but n'est rien moins que de redonner à Chenonceau son élégance et sa simplicité d'autrefois. Elle dépense toute sa fortune dans cette entreprise. Elle emprunte, mais ne se préoccupe pas du montant des intérêts qu'elle accumule.
les plafonds du fier château se sont effondrés, à l'exception de celui de la bibliothèque de Catherine de Médicis. Encore aujourd'hui, il porte les peintures d'origine de l'époque de l'impérieuse Grande Dame. Ici, l'on voit les initiales entrelacées de Catherine. Entre deux restaurations, Madame Pelouse fait revivre pour un bref moment les festivités de Chenonceau. Lors d'une de ces fêtes, et afin d'évoquer le véritable esprit de la Renaissance, des gondoles italiennes glissent sur le Cher. Mais à l'époque, la propriété de Madame Pelouse se porte nettement mieux que son compte en banque. Les créanciers présentent leurs hommages au château. Et en 1888, la dernière grande dame de Chenonceau est dépossédée de son château. Aujourd'hui, Chenonceau le Magnifique est un château qui s'autofinance. À nouveau, ses jardins sont un lieu d'activité permanente, dans un style qui ferait la fierté de son premier paysagiste, Diane de Poitiers. Le joyau du Cher est une propriété privée dont le propriétaire est la famille Meunier, le célèbre chocolatier. Le tourisme a transformé le château en un lieu de promenade dont tout un chacun, et pas seulement les princes, peut profiter. Les visiteurs sont attirés ici par l'image éternelle des 7 maîtresses de Chenonceau, leur bon goût et leur esprit, leur intelligence et leur détermination. Son élégance et son charme, nous pouvons à présent les partager. Une légèreté qui plane sereinement au-dessus des eaux sombres du Cher.